Ok. Bah, merci d'être venu et merci pour l'invitation d'Octo. Donc avant ça, je vais me présenter rapidement. Donc comme il l'a dit, ça fait plusieurs années que je fais de la perf, à peu près enfin une dizaine d'années quoi. Donc j'ai fait des articles sur desjeux.com, j'ai déjà fait un certain nombre de conférences et depuis quelques temps je suis chez Dynatrace, donc Dynatrace ou CompuWare, on s'est fait racheter par donc maintenant on a changé de nom quoi. Donc je suis dans l'équipe ES, donc c'est l'équipe service quoi. Donc quand vous achetez le logiciel, non, on vient vous former, enfin je viens vous former, je viens vous aider à installer, je viens vous aider à faire des troubleshooting, à faire des tests de charge, ce genre de choses quoi. Donc là on verra aujourd'hui en 3 parties, donc une présentation de Dynatrace, après comment Dynatrace s'intègre ou tout ce qui est continuous testing, et après je vous ferai des démos donc avec une application qui a un certain nombre de problèmes et voir comment Dynatrace les détecte. Ok, commençons par la présentation de Dynatrace. Dynatrace c'est un APM. Un APM c'est l'application Performance Management, donc c'est pour tout ce qui est monitoré, tout ce qui est performance. Donc ça répond à 2 grosses questions, hein. C'est voilà, est-ce que les utilisateurs, clients, est-ce qu'ils ont des problèmes? Et si oui, d'où vient le problème? Voilà, donc on s'intègre, comme disait Marc, on s'intègre en production, mais aussi en test et en développement. Donc à chaque fois, on s'intègre aux outils du marché. Donc par exemple, avec du Maven, on peut lancer du Dynatrace avec du Maven pour capturer un certain nombre de choses. On s'intègre aux outils de test de charge et après tout ce qui est production, quoi. Et donc pour finir sur la théorie, donc on a pas mal de clients, donc comme des gros clients qui l'ont en prod, comme Page Jaune et ce genre de choses, quoi. Donc ça c'est les clients français. Après il y a Monster qui l'a aux États-Unis et tout, quoi. Donc voilà des questions avant d'aller manger. Bon, on va regarder comment ça marche. Donc comment ça marche? Le principe, vous mettez un agent sur tout ce que vous voulez monitorer, sur tous les serveurs, donc JVM, CLR, on fait du mainframe aussi, on fait du web server, donc PHP, 2IS, on fait du PHP j'ai dit, on fait du .NET, on fait du native, donc en natif on a un framework, donc c'est une librairie qu'il faut intégrer à votre application. Donc chaque agent va prendre un certain nombre de mesures, donc il va instrumenter le code pour récupérer un certain nombre de mesures. On a un agent un peu spécifique, donc c'est l'agent, donc ce qu'on appelle UM, donc qui est injecté à chaque réponse HTML sur le client sur le navigateur du client. Donc ça permet de voir ce que le client fait sur son navigateur. Donc s'il clique sur un bouton, s'il y a des problèmes JavaScript, des erreurs JavaScript, ce genre de choses. Donc tout ça, une fois qu'on a tous les agents qui sont déployés, actifs, donc dès qu'il y a de la charge, dès qu'il y a des transactions, hop, on commence à capturer. Donc le principe, c'est vraiment de transformer tout ce qui est boîte noire en boîte blanche. Donc ça permet de voir en détail, donc je vous montrerai après, mais on voit vraiment les méthodes et tout. On peut l'utiliser comme profil. Donc après ça, on envoie sur ce qu'on appelle un collector. Donc pourquoi un collector avant d'envoyer au serveur Dynatrace? C'est pour décharger les agents, pour qu'ils soient bêtes et méchants, pour limiter l'overhead. Donc voilà, donc pour l'instant, il y a 2 méthodes pour accéder à Dynatrace. Il y a un client lourd, donc c'est de l'Eclipse. Et l'autre chose, on embarque un Jetty avec le Dynatrace et donc on peut accéder par HTML, quoi. Mais bon, la version client lourd donc est beaucoup plus évoluée. Et après, la troisième méthode pour accéder, c'est par API REST. On a une API REST donc pour faire un certain nombre de choses. Ok. Donc tout ça, toutes les informations récupérées sont stockées, donc en base et sur des fichiers plats. C'est pour séparer les 2 choses, quoi. On peut avoir des détails assez poussés pendant plusieurs jours, et après en base pour avoir un peu moins de détails, mais un an après on a encore des infos, quoi. Donc après on a ce qu'on appelle monitoring collector, donc c'est pour lancer des batchs ou ce genre de choses. C'est pour si une techno dans Dynatrace n'est pas supportée, vous pouvez l'intégrer avec ce qu'on appelle un monitor, quoi. Donc par exemple on a des plugins pour aller récupérer les informations sur Oracle, dans la base de données Oracle ou Varnish ou ce genre de choses. Donc tout ce qui n'est pas supporté par Dynatrace, on peut quand même le superviser. Donc une fois que ça récupère des mesures, ça le met dans le serveur Dynatrace et après on peut tout graffer et tout. Donc après on peut, comme on le verra plus tard, on a tout ce qui est memory dump et tout. Donc on a un serveur pareil encore à part pour analyser tout ce qui est dump. Donc il est à part, c'est pour pas mettre en danger le serveur Dynatrace. C'est potentiellement si on a des JVM de plusieurs dizaines de gigas, il faut pouvoir les analyser en dehors pour pas que ça
ça met trop de charge sur le serveur Dynatrace. Donc après tout ça, on peut exporter des sessions. Donc une session, c'est un gros fichier. Donc tout ce qu'on voit, tout ce que vous pouvez voir vous sur la prod ou sur l'environnement de test et tout, après on peut récupérer les gros fichiers avec tous les détails et les envoyer à quelqu'un d'autre, par exemple au développeur ou pour analyse ou voilà, ou faire une session donc avant, après une mise en prod pour pouvoir comparer ce genre de choses. Donc voilà. Donc ça c'est le fonctionnement. Donc c'est assez classique. Par rapport à certains de nos concurrents, on a un peu plus de briques pour dispatcher la charge plus facilement. Donc après ce qu'on récupère, donc on a ce qu'on appelle donc le pure pass. Donc le pure pass c'est une transaction de bout en bout. Voilà, ça va aller du clic sur le navigateur jusqu'à la requête SQL. Donc tout ça sur une seule transaction, donc ce qu'on appelle un pure pass. Et donc bien sûr le pure pass on peut récupérer un certain nombre d'informations en plus, les arguments des méthodes, les valeurs des requêtes SQL, les exceptions, les logs, ce genre de choses. Donc il faut voir ça comme une stack trace, enfin pour du cas JVM, une stack trace inter JVM avec beaucoup plus d'informations quoi. Donc il y aura, je vous montrerai après un exemple. Et donc on a aussi ce qu'on appelle pure stack. Donc pure stack là c'est plus classique, c'est tout ce qui est système, réseau, enfin CPU et compagnie quoi. Donc ça permet voilà, de corréler les deux en même temps. Voilà, s'il y a un problème sur une application, voir si c'est pas le CPU qui est sous l'eau, ce genre de choses. Voilà, donc le but c'est de vraiment tout intégrer dans Dynatrace pour pouvoir faire une analyse plus facilement, parce qu'on a tout au même endroit, donc on peut grapher sur le même graphe, on peut grapher plusieurs, par exemple la courbe du CPU avec la courbe de la heap ou ce qu'on veut quoi. Donc c'est vraiment on récupère tout au même endroit et après on fait ce qu'on veut quoi. Ok, donc ça c'est petites animations. Ok, donc après, donc, comme je l'ai dit, on a un paquet d'informations. Donc on a ce qu'on appelle les pure pass, les pure stack. Après au-dessus on a ce qu'on appelle des mesures, enfin comme le nom l'indique, c'est-à-dire qu'on va récupérer par exemple le temps de réponse d'une méthode, l'argument d'une méthode, le nombre d'exécutions par exemple de select, ou enfin de requête select ou de update, genre de choses. Donc avec toutes ces informations, donc voilà, on a pas mal de choses. Et après le principe c'est de rendre, on a des dashboards par défaut. Donc là c'est un dashboard par défaut, on peut les grapher, on peut faire tout ce qu'on veut quoi. Donc ça deviendra plus concret quand je vous montrerai des exemples. Ok, donc comme je disais, les agents Dynatrace font deux choses. Quand on les colle sur une JVM ou un Apache ou une CLR, ils vont instrumenter le code, instrumenter et faire de l'échantillonnage pour limiter l'overhead. Ils font les deux en même temps. Et ils vont passer l'identifiant d'une JVM à l'autre pour pouvoir récupérer le pure pass, donc la transaction complète. Et donc le passage d'identifiant permet de cartographier son architecture. Donc là, il n'y a pas trop de détails, mais en zoomant, voilà, on sait le nombre de requêtes qui arrivent ici, ce genre de choses quoi. Ok, donc on va passer au fameux pure pass. Donc voilà un pure pass. Donc vous voyez ici. Ici, donc il passe donc sur le front, et à un moment il passe sur le back. Bon, après il est un peu coupé, mais voilà, après il peut passer sur 10 JVM différentes s'il faut. Donc voilà, comme vous le voyez, on a un certain nombre d'infos. On va voir ici, on a les exceptions, donc avec le message. On a certains paramètres, par exemple ici c'est un servlet, donc on a l'argument de la servlet, on a un certain nombre de choses. On a pareil pour chaque méthode, on va voir si c'est du CPU, si là ici c'est que il y a eu un GC qui est passé pendant la méthode, on va voir si c'est si on rentre un bloc synchronisé qu'on attend, si c'est du wait, on aura un certain nombre de détails assez poussés quoi. Ok, comme je l'ai dit, on a un serveur, enfin un process plutôt pour analyser les dumps, donc on peut faire tout ce qui est dump, donc voilà, donc mémoire, thread, donc CPU sampling, c'est un profiling quoi. Donc voilà, après c'est assez classique là, donc ici c'est mémoire, donc c'est un dump mémoire, après voilà on peut voir les hotspots, les collections et les maps, on a les sessions HTTP, les chaînes de caractères dupliquées, genre de choses. Donc l'avantage c'est que tout est intégré dans Dynatrace, il n'y a pas à demander une nouvelle autorisation pour pouvoir faire un dump ou genre de choses. Donc là, une fois que les agents sont installés, on peut faire des dumps quoi. Donc pareil pour les threads. On va voir le nombre de threads en vie, donc qui sont en exécution, bloqués, en attente, ce genre de choses. Et bien sûr, après, on peut aller beaucoup plus dans les détails.
dans les threads, voilà, là on a tous les threads, donc ici on reconnaît les threads HTTP. Voilà, après on voit ce qui se passe à l'intérieur. Voilà, ça c'est classique par rapport à d'autres outils, mais l'avantage c'est que nous on fait tout au même endroit, quoi. Donc c'est vraiment il n'y a pas besoin d'un Visual VM pour faire chose, je sais pas, un backmine pour manipuler le bytecode, un thread, enfin un truc pour analyser les logs GC, enfin il n'y a pas besoin de tout ça et tout est intégré, quoi. Ok, donc les dashboards, on a pas mal de dashboards par défaut, donc tout ce qui est technique, il y a un dashboard adapté. Après les dashboards que vous devez faire, que je vous montrerai après, c'est plutôt le côté ce qui est spécifique à votre métier, quoi. Donc ici voilà, par exemple c'est les temps de réponse, on voit la répartition de temps de réponse. C'est assez intéressant parce que voilà, si les temps de réponse sont, enfin là tout est bon, c'est entre 0 et 2 secondes. Et voilà, si c'est éparpillé ou s'il y a deux cloches et tout, en fonction de la répartition de temps de réponse, les analyses sont différentes. Donc là on permet de voir, voilà, comment est réparti les temps de réponse. Après on a le découpage par couche et par API. Donc par exemple ici c'est du web request, j'ai un peu de mal à lire, JDBC, genre de choses. Et pour chaque découpage, on sait si c'est du I/O, du CPU, un bloc synchronisé ou un GC qui est passé. Je vais assez vite parce qu'après il y a de la pratique et ce sera peut-être plus intéressant. Donc voilà, donc là c'est un autre dashboard. Donc ici on va afficher tous les le top, toutes les requêtes, toutes les méthodes qui prennent le plus de temps. Vous voyez ici, c'est la partie validation de carte bleue qui prend du temps. Voilà, donc pareil, on peut avoir un certain nombre de choses intéressantes, quoi. Par exemple, si vous avez beaucoup d'exceptions, si vous voulez savoir si c'est un coup ou pas, si dans le top 5 vous avez la méthode qui le file stack trace, qui récupère la stack trace ou qui l'écrit, c'est que voilà, les exceptions sont assez coûteuses, quoi. On a pareil pour les bases de données. Donc on va voir pour tous les pools de connexion bases de données. On aura voilà le pool d'usage. Voilà, si on est déjà à fond ou pas, ça permet de savoir, voilà, si c'est bien dimensionné. Après il y aura toutes les requêtes avec les temps moyens, le nombre d'exécution, le temps total de toutes les requêtes et ce genre de choses. Donc là pareil, ça peut être pratique, voilà, pour détecter tout ce qui est par exemple, si vous avez un Hibernate n'importe quel ORM mal configuré, donc en lazy avec le prime n+1 de select, voilà, vous aurez un nombre de requêtes ici énorme, quoi. Et donc ça se voit assez vite. Donc un autre écran, c'est voilà, donc là c'est pour tout ce qui est analysé, tout ce qui est requête web. Donc ici vous allez avoir vos requêtes web. Donc les temps de réponse par rapport à la charge, pour voir si c'est linéaire ou pas. Ici c'est temps de réponse. Et après, donc ici il y aura plusieurs onglets avec les transactions flow, response time hotspot, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Database pareil, les erreurs et les requêtes web, quoi. Donc bien sûr, quand on sélectionne un ou plusieurs requêtes web, tout le reste se met à jour dynamiquement, quoi. Ok, on continue dans les dashboards donc par défaut qui sont livrés avec Dynatrace. Donc on a tout ce qui est, comme je disais, le pure stack. Donc pure stack, ça se présente comme ça après une fois graphé, quoi. Donc avec le CPU, la mémoire, les disques, le réseau, et ici tous les process monitorés par Dynatrace. Voilà, ça permet d'avoir une vision globale assez rapide. Donc on a l'équivalent pour Apache, donc Apache est 2IS, donc voilà, ça va être le nombre de threads, si le pool de threads d'Apache est trop petit ou pas, le taux de transfert, le CPU, le nombre de requêtes. Donc ça permet comme d'habitude d'éviter d'aller dans un autre programme pour regarder voilà, si le nombre de threads d'Apache est suffisant ou pas, quoi. On a l'équivalent donc pour tout ce qui est Java. Donc on va avoir les découpages des zones mémoire, donc hidden, server over, hold. Donc après le nombre, voilà, le nombre de fois qu'il y a un GC et avec le temps que ça prend, quoi. Donc là toujours pareil, ça évite de prendre un Visual VM et de regarder, voilà, dans le Visual VM en parallèle de son outil, quoi. C'est vraiment le côté tout intégré, quoi. Et donc tout ça c'est par défaut. Hop. Donc on finit avec les dashboards par défaut. Donc comme je disais, on a un agent qui s'exécute sur le navigateur de l'utilisateur.
Donc ça permet de récupérer un certain nombre d'infos, comme je disais, ça permet de récupérer sa location, enfin là où il est. Ça permet de récupérer, on a une notion de visite, donc une visite, comme le nom s'indique, c'est l'utilisateur arrive, il fait plusieurs actions, et après il repart. Donc voilà, si l'utilisateur arrive, il fait 2-3 achats, il se log, il paye, et il part, on aura toutes les étapes. Donc là pareil, après on a ce qu'on appelle, je ne sais pas si on le voit ici, non, on le voit pas ici, on note les utilisateurs, enfin s'ils sont contents ou pas, quoi, en fonction d'un algo et des temps de réponse, on peut dire voilà, s'ils sont contents ou pas, quoi. Donc toujours pareil, et là c'est sur les visites, donc c'est un autre dashboard par défaut. Voilà, donc là on va voir la question intéressante. Par exemple, on peut savoir la page où l'utilisateur sur quelle page du site il est parti. Donc par exemple, si on voit que l'utilisateur fait beaucoup de recherches et après quitte, donc ça on peut dire voilà, on peut grapher on peut avoir les infos sur la dernière page visitée, et si à chaque fois c'est une recherche, par exemple, on peut se dire qu'il n'a pas trouvé ce qu'il voulait, donc il est parti du site. Ou pareil, j'ai vu chez un client, donc l'utilisateur a essayé de se connecter 4-5 fois à la suite, mais à chaque fois il y avait des temps de réponse monstrueux, c'était plus de 60 secondes, donc à chaque fois il cliquait, et après il est parti, quoi. Donc voilà. Donc si un jour il appelle, parce qu'on peut récupérer les login passwords, enfin pas les passwords, les logins, enfin l'identifiant, donc si un jour il appelle, on pourra comprendre, voilà, c'est juste qu'il a essayé de se loguer plusieurs fois. Comme c'était lent, il a recliqué plusieurs fois, donc ça n'a pas amélioré les choses, et après il est parti parce que voilà, c'était trop lent pour lui, quoi. Donc pareil, ça permet, par exemple, il y a certains utilisateurs qui disent ouais, j'ai eu un problème tel jour, voilà, des fois on a des surprises, tel jour il n'était pas connecté, ce genre de choses, quoi. Ok. Donc bon, là c'est toujours pareil, hein, le nombre de visites par heure. Donc on a aussi un taux de conversion, par exemple sur un site internet d'achat, c'est dès que l'utilisateur achète, ça devient un acheteur, donc on peut dire qu'il est converti. Donc on peut voir voilà, le taux de conversion, ce genre de choses. Le nombre d'actions par heure, enfin voilà, on peut grapher un certain nombre de choses, quoi. Donc tout ça c'est les dashboards par défaut. Donc après ça, on a on peut faire nos propres dashboards. Donc Easy Travel, c'est l'application démo, je vous montrerai après. Donc voilà, par exemple ici on voit les temps d'exécution des requêtes et le nombre de requêtes, donc SQL. Et après ici c'est la même chose sauf découpé par si c'est un select, si c'est un delete, ce genre de choses, quoi. Et donc ça on peut l'avoir pour chaque transaction, enfin on peut avoir pas mal d'infos, quoi. Donc là c'est un autre graphique, donc voilà, on voit le taux de conversion, ce que les utilisateurs ont le plus, donc Booking by Traveler, donc ce qui là c'est la destination les top 3 des destinations les plus choisies. Non, là c'est ça c'est les promotions les plus les plus vues. Ça c'est les destinations les plus vues. Ça c'est quand ils achètent sur le site, on indique combien de places ils veulent, quoi. Pareil, on pourrait par exemple récupérer, si on a une méthode payée pour un panier, on pourrait récupérer la valeur du panier et après grapher pour voir si c'est les achats quand ils se font et combien on gagne par jour, ou le panier moyen, ou ce genre de choses. Pareil, chez un autre client, on avait graphé, je sais plus c'était quoi exactement, mais voilà, on voyait que les utilisateurs, la charge commençait à 7h du mat, après ça montait assez haut jusqu'à 9-10 heures, après ça redescendait, et après entre midi et 2 ça remontait, enfin le truc classique, et après ça descendait doucement. Ok. Donc là c'est une autre chose, voilà, le principe c'est de découper son application par fonctionnalité importante. Donc ici c'est la connexion, la recherche et l'achat. Donc après c'est suivre voilà, les temps de réponse, le nombre d'erreurs, ce genre de choses, quoi. Donc bien sûr voilà, on peut grapher donc des trucs fonctionnels par rapport à des trucs techniques. Donc ici c'est CPU load. Donc on peut voir par exemple si quand votre application est lente, est-ce que ça a un impact sur les achats des gens, ou ce genre de choses, quoi. Ça permet de dire voilà, quand on perd 2-3 secondes, on perd tant d'argent par heure ou par jour. Voilà, avec Dynatrace on peut avoir ce genre de stats. Donc ça permet après d'avoir du budget et de faire plus de choses marrantes, quoi. Ok, donc là c'est la mémoire, donc rien de spécial, donc l'utilisation de la mémoire. Là c'est l'utilisation de la mémoire mais découpée par zone.
Et en dessous, c'est le nombre de majors, GC et mineurs, quoi, entre les full et les mineurs. Ok, donc on a fini pour tout ce qui est dashboard. Après, on peut faire tout ce qui nous passe par la tête. Du moment qu'on arrive à récupérer l'info dans l'application, on peut la grapher, quoi. Donc une visite, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est l'utilisateur arrive. Donc par exemple ici, cet utilisateur-là, il arrive sur la page, la home page, il se connecte, il fait une recherche, il clique sur le bouton payer, il remplit c'est le nombre d'adultes, le nombre de places qu'il veut, il fait next, et voilà, après il visite 2-3 pages et après il part, quoi. Donc ça permet vraiment de suivre ce que l'utilisateur fait. Donc avec l'avantage, c'est que on a le côté le temps de réponse côté network, côté serveur, côté client. Et après si on peut zoomer sur le login, on peut savoir sur le pure pass, donc la stack trace côté serveur, quoi. Donc ça permet vraiment d'aller du clic utilisateur à par exemple à la requête SQL ou la requête GMS ou ce qu'on veut, quoi. Ok, donc user action, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Donc par exemple ici, quand on clique sur un next, on voit qu'il fait une web request. Il charge un certain nombre d'images et un certain nombre de choses, par exemple les icônes Facebook et compagnie. Et donc après, si je déplie ici, j'irai jusqu'au côté serveur, quoi. Donc on ne sépare pas le front du back. Donc ça permet de faire un lien, quoi. Donc par exemple, même si vous ne connaissez pas l'application, vous cliquez sur le bouton, vous allez voir ce que d'un point de vue code, ce que ça fait derrière, que ce soit côté navigateur ou côté serveur. Après, on a ce qu'on appelle un browser agent, l'agent browser, non navigateur. Donc là, c'est comme du Firebug ou du Google PageSpeed et compagnie. Donc sur chaque action, on va avoir le timeline, les genres de choses. Donc, comme d'habitude, l'avantage, c'est que c'est intégré à Dynatrace. Et donc, c'est-à-dire qu'après, on peut grapher, sur le même graphe, on peut grapher un certain nombre de choses qui viennent de parties différentes de votre site, quoi. Bon, après, il y a tout ce qui est alerte, donc ça, c'est du classique. Donc on a des mesures. Quand on dépasse le seuil, on fait un certain nombre d'actions. Par exemple, si le CPU dépasse 90%, on peut lancer un thread dump. S'il y a trop de mémoire utilisée, on peut lancer un memory dump, on peut envoyer un mail. On peut faire un certain nombre de choses. On peut exécuter une ligne de commande aussi. Donc par exemple, il y a des mesures où est-ce que l'application en face est up ou pas, quoi. Donc après, si elle n'est pas up, on peut ouvrir un ticket ou relancer l'application bête méchant, quoi. Ou faire un backup des logs, après on lance l'application, un certain nombre de choses. Ok. Donc là, c'était une présentation assez rapide. Après, comme je vais manipuler, vous allez voir un peu plus en détail. Donc là, le continuous testing, c'est ce que j'étais chez un client pour l'aider à le mettre en place. Donc pourquoi déjà faire du continuous testing? Donc ça, c'est l'approche classique. Donc les développeurs développent, ils font des tests unitaires. Après, ça passe niveau qualité, tant qu'on n'est pas DevOps. Donc là, on fait des tests d'intégration, tests fonctionnels, des tests de perf. Et après, ça va en prod et on supervise tout ça, quoi. Donc ça, c'est voilà. Donc le problème, c'est on doit attendre que le développement est fini. Après, une fois que moi j'ai fait beaucoup de tests de charge, donc le truc c'est ça. J'attends que les développeurs aient fini de développer, qu'elle soit déployée, qu'il y ait eu des tests d'intégration, qu'il y ait eu des tests fonctionnels. C'est tester une application en charge qui marche mal fonctionnellement, c'est une perte de temps. Voilà. Et après, la mise en prod, normalement, elle est censée attendre la fin des tests de charge. Donc ça, c'est la théorie. Le problème, c'est que mon expérience ressemble plutôt à ça. Le développement dure beaucoup plus longtemps que prévu. Donc après, ça peut être les specs mal définis ou le chef de projet qui a mal... qui a pris trop peu de jours pour ce qu'il fallait faire. Donc ça décale. Par contre, la mise en prod décale jamais. Enfin, rarement, quoi. Sauf gros problème. Donc le problème, c'est que tout ce qui est test, c'est vachement diminué. Donc c'est-à-dire que on va faire des tests d'intégration, parce que de toute façon, il n'y a pas le choix. On va faire un minimum de tests fonctionnels. Par contre, tout ce qui est test de charge et tout, on va en faire le minimum, quoi. Moi, ça m'est déjà arrivé chez un client, il était tellement en retard, c'est fait un test.
En gros, il voulait se rassurer. Bon, le problème, c'est que le test s'est mal déroulé et il n'était pas très rassuré après. Mais j'avais plus de nouvelles, quoi. Il me tannait, ouais, vite, un test et tout, pour se rassurer. Test, hop, résultats sont mauvais, que de news. Donc voilà. Donc ça, enfin moi, mon expérience, c'est ça. Donc comme je l'ai dit, j'ai fait pas mal de tests de charge. Mon expérience, c'est ça. C'est le développement décale, la mise en prod décale rarement, quoi. Donc c'est vraiment tout ce qui est qualité qui est réduit, quoi. Bon, sauf cas exceptionnel où vraiment il y a des gros problèmes, la mise en prod décale aussi, mais quand la mise en prod décale, c'est-à-dire que ça décale aussi, donc au final c'est toujours pareil, quoi. Donc après, en prod, malheureusement, c'est un des atouts de test de charge, c'est qu'on fait pas mal de dashboards pour suivre les perfs et suivre les problèmes, et normalement, si c'est bien fait, une fois qu'on a les dashboards sur l'environnement pré-prod de test, on les passe en prod, quoi. Donc ça permet d'avoir des dashboards assez précis. Et si on a le temps de faire des failure tests, donc en gros on a son application, on arrête une partie, on voit comment ça se passe, quoi. Donc ça permet aussi aux ops de dire voilà, quand il y a telle application telle branche de l'application qui tombe, telle brique, il faut que tu relances ça dans cet ordre-là, et on t'assure qu'il n'y aura pas de problème. Par exemple, j'ai déjà vu chez des clients, ils avaient une file GMS, on faisait tomber la file GMS, c'était stocké en mémoire, donc au bout d'un moment ça explosait, quoi, les messages. Pareil, j'ai vu chez un client, on arrête un serveur, donc le load balancer fait bien son boulot, pas toujours, des fois il est mal configuré, donc là il fait bien son boulot, donc il met la charge sur le serveur qui reste, on remet up le serveur, il prend plus jamais de charge, donc petit problème de configuration load balancer. Voilà, ce genre de choses, ça permet de les tests de robustesse, là, ou failure test, ça dépend, c'est plusieurs noms. C'est assez intéressant, malheureusement, souvent ça passe à la trappe, quoi. Donc comme le côté Big Bang, on arrive, il faut passer à DevOps et tout, généralement ça marche pas, c'est pas les mêmes montées et tout. Donc le principe, c'est dans un premier temps de mettre du Dynatrace en dev. Donc là je vous montrerai, le principe c'est que il s'intègre au test unitaire. Donc si vous lancez un test unitaire, donc par exemple avec JUnit ou TestNG ou ce que vous voulez, il va calculer un certain nombre de métriques, par exemple le nombre d'erreurs, le temps de réponse. Après il y a des mesures qui sont volatiles ou pas, donc les temps de réponse, je pense que c'est pas le bon truc à mesurer parce que ça bouge trop. Mais par exemple, si vous avez une méthode qui fait des appels à une base de données ou à des fils GMS ou des web services, il va compter le nombre d'appels. Et donc si un jour le développeur fait un refactoring, il relance son test, ou le test est lancé la nuit. Là, Dynatrace, par exemple, si on passe de 5 requêtes SQL pour cette méthode-là à 15, il va lever tout de suite un warning, donc ça permet de détecter un certain nombre de problèmes déjà ici, quoi. Moi, comme je dis, en test de charge ou en prod, j'ai vu des problèmes qui étaient facilement détectables en développement, quoi. Donc le truc, c'est que on va trouver un certain nombre de problèmes ici, donc ça va dégager du temps pour faire plus de tests ici, sur l'environnement de test. Donc là, pareil, on met un Dynatrace. L'avantage, c'est que ça permet de gagner on est beaucoup plus productif. Donc ça permet de faire plus de tests. Avec ces tests en plus qu'on peut faire, après Dynatrace de toute façon va en prod. Généralement les clients utilisent plutôt en prod, voire certains en test, mais rarement en développement, quoi. Donc voilà, après là, comme j'ai dit, les dashboards, on les passe là. Voilà. Donc là, le but c'est de vraiment gagner du temps, d'automatiser un maximum pour pouvoir faire plus de choses, quoi. Parce que les tests, les problèmes qui arrivent les tests qu'on détecte en développement, il y a un certain nombre de tests, mais on peut pas tout détecter en environnement de développement. Après, il y a des trucs où il faut de la charge. Après, un test de charge reste une simulation, c'est-à-dire qu'on peut pas tout tester si on s'en revient trop cher. Donc, c'est-à-dire que tous les problèmes qu'on détecte là, il en reste encore ici en prod, quoi. Donc, ça permet vraiment d'optimiser le fonctionnement, quoi, et de gagner du temps et de faire un peu plus de tests. Donc, une fois qu'on a les outils, donc qui sont déjà en intégration continue ou pas d'ailleurs, et qui sont tout est outillé, l'étape d'après, c'est vraiment passer en continuous testing, donc tout ce qui est DevOps. Et donc c'est vraiment de faire des... là par contre il faut changer les mentalités, mais c'est le côté on fait les tests en parallèle au fur et à mesure, quoi. Et donc après ça en cycle, c'est le principe de l'agile. Ok. Et donc chez un client, ce que j'ai mis en place, c'est la partie
la partie, je crois que c'était du TestNG ou JUnit, enfin des deux qu'ils avaient, et la partie test d'intégration avec du Selenium. Voilà, donc là le principe c'est ça, c'est dès qu'il y a un commit, voilà, on fait un build, on lance les tests. Voilà, ça se fait assez simplement, hein, c'est le Maven, on rajoute, on dit où est le serveur d'Inatrace, et après, quoi d'autre, il n'y a pas grand chose, je pourrais vous montrer après. Mais voilà, le truc c'est, on colle les agents sur la JVM par exemple qui va lancer les tests unitaires, enfin, et donc là après Dynatrace va détecter, c'est du JUnit, du TestNG, donc il va récupérer un certain nombre de métriques et tout, donc c'est assez simple. Donc voilà, hop. Voilà, donc après rien de spécial, donc on s'intègre à du Maven, du Hunt, enfin moi c'était sur du Maven que j'ai fait. Voilà, après voilà, tout ce qui est test de charge, on s'intègre aux outils classiques, Gmeter, Loadrunner, via Studio, SIGPerf. Donc voilà, après, la dernière étape c'est de mettre dans Jenkins. Donc voilà, il y en a un plugin Jenkins, donc voilà, il va récupérer là, c'est pareil, c'est du classique, hein, c'est comme du Sonar et compagnie. Là, on va avoir le nombre de tests voilà, qui passent, le nombre de tests donnant les temps de réponse, enfin pas forcément les temps de réponse, mais qui se dégradent ou ce genre de choses. Donc il y a le niveau, voilà, haut niveau. Après il y a le niveau plus bas, donc là c'est juste un petit test bidon, donc c'était voilà, je testais les divisions et tout. Et on voit voilà, donc là il n'y a pas grand chose, il y a par exemple une métrique, c'est le pure pass, la durée du pure pass, donc la durée d'exécution de la transaction, le nombre d'erreurs, mais après comme je l'ai dit ça peut être beaucoup plus riche que ça, il peut avoir voilà. Et côté Dynatrace, on a pareil, on a un dashboard où donc là voilà, on a tous nos tests unitaires, tous nos tests de perf. Et donc voilà, après en fonction des tests, on a un certain nombre de mesures. Donc par exemple ici c'est le nombre de requêtes SQL, la durée du pure pass, donc la durée avec ou enfin avec les appels synchrones ou pas, le nombre d'erreurs, ce genre de choses. Donc le principe, ça fait un tunnel, donc ça apprend au fur et à mesure, et dès qu'on sort du tunnel, bah ça râle, quoi. Donc on est alerté assez vite. Ok. Donc c'est fini pour la partie théorique. Donc je vais vous montrer la partie... Ouais. Non, le truc c'est que... enfin, les problèmes qu'on peut détecter en test couvrent pas tous les trucs qui peuvent arriver en prod parce que l'utilisateur est toujours vicieux, quoi, on va dire. Et donc, et après voilà, le principe c'est quand il y a un problème, c'est soit on analyse directement en prod, soit on fait une session et on le donne aux développeurs ou aux autres personnes, quoi. Pour faire les tests de charge, c'est ça? Ouais, c'est plus des tests d'architecture, hein. Enfin nous. Ouais. Non mais après là le côté développement c'est vraiment voir l'évolution, quoi. C'est pas voir, on peut pas savoir si c'est bien ou pas, quoi. Enfin, sauf si voilà, pour une méthode il y a 5000 requêtes SQL, là on peut se poser un problème, enfin on peut se poser une question, mais là c'est ce côté-là, c'est vraiment voir plutôt l'évolution, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, soit on le fait tout seul dans son coin, mais voilà, on peut voir en fonction si le code, les noms des fonctions sont bien définis et tout, on peut trouver des trucs, mais ouais, le principe c'est soit d'aller voir les fonctionnels, soit les développeurs, enfin, ou les deux en fonction de ce qu'on veut faire, et de travailler avec. Le truc de Dynatrace, c'est on peut travailler tout seul, mais on n'est pas du tout productif, c'est vraiment le travailler avec tout le monde, quoi. Il y a, voilà, pour les développeurs, c'est sympa parce qu'il y a le pure pass, donc tout ce qui est méthode et tout, c'est un profiler. Côté test de charge, c'est assez pratique parce qu'on retrouve facilement ces petits en fonction, voilà, son scénario qu'on découpe en transactions, on les retrouve facilement dans Dynatrace, puis il va renommer ses pure pass comme les noms, et après donc tout ça, c'est pareil, là on va avoir le CPU et tout, et après pour tout ce qui est prod, voilà, on peut aller voir les fonctionnels pour faire des dashboards fonctionnels, ou aller voir les ops pour faire des dashboards plus opérationnels, ce genre de choses, quoi.
Mais après, ouais, t'es obligé de discuter un peu avec tout le monde. Bah ouais, généralement non, les fonctionnels veulent que leur truc fonctionnel et les techniques, ils veulent que voilà, le fonctionnel, ça les intéresse pas plus que ça. Généralement non, parce que généralement quand je vais chez un client, la prod est déjà outillée, enfin donc avec du Nagios, ce genre de choses. Et donc comme je disais, ouais, le côté Big Bang ça marche jamais, donc on peut pas arriver, voilà, on fait mieux. Après chez certains clients, nous c'est comme Dynatrace travaille niveau code, bah il y a des alertes qui sont beaucoup plus simples à faire qu'avec un Nagios quoi. Par exemple, chez un client, ils n'arrivaient pas à tester quelque chose parce qu'en gros, il fallait qu'ils parsent tous les logs pour voir s'il y avait quelque chose dans les logs, bah, on va dire voilà, ok, là il y a un problème. L'avantage de Dynatrace, c'est dès que l'exception était levée, bah, on disait direct, voilà, là, par exemple, telle partie est tombée ou ce genre de choses. Il n'y avait pas besoin de parser les logs ni rien, quoi. Donc c'était enfin, quasi temps réel, quoi, et beaucoup plus simple. Bah, voilà, en 10 minutes, c'était mis en place, quoi. Alors que ça faisait. Bah, après, nous, on peut envoyer des trames côté Nagios et compagnie. Voilà, l'outil s'intègre avec pas mal d'autres outils, quoi. Après, il y a des choses qui sont supportées par Dynatrace, d'autres non. Donc, il y a une community autour. Donc, voilà, après, en fonction de ce que vous voulez faire. Ok. Ok, donc démo. Donc, j'ai une super application que je vais vous montrer. Hop, c'est ce côté-là. Bon, après, je vous garantis rien sur l'écran parce que Dynatrace demande un écran monstrueux et genre les vidéoprojecteurs. Voilà. Donc le principe, voilà, c'est ce que je disais, on fait une recherche voilà, avec une date, une destination, enfin, voilà, date de début, date de fin, hop, on fait la recherche. Une fois qu'on a les résultats, hop, on achète, on se log. Donc ça, c'est la transaction, la visite que vous avez vue tout à l'heure. Hein. On se log, on choisit voilà, le nombre les paramètres, voilà, le nombre de personnes, on fait next, on paye, attention, il y aura mon numéro de carte bleue, voilà, donc là, une fois qu'on a là, on a payé, et donc à chaque fois, bah, on peut savoir, voilà, quand le client clique sur finish, on peut la voir, ou si on n'a pas la partie, donc donc la partie qui s'exécute chez le navigateur, on peut savoir, si on sait la méthode qui est derrière, la méthode côté serveur qui est appelée derrière ça, on peut vraiment tout tracer, quoi. Ok, donc ça c'est l'application de démo. Donc ça c'est Dynatrace, comme je dis c'est client lourd. Donc bah, l'ergonomie c'est de l'Eclipse, hein, donc voilà, on aime ou on n'aime pas. Donc voilà, on a le serveur Dynatrace ici, après on a toutes les applications, ou regroupons d'applications. Et donc après ici, bah voilà, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Hein. Hop, on va prendre un pure pass. On va essayer de réduire ça. Hop, on va classer comme ça. Essayer de vous en montrer un qui est un peu plus grand. Celui-là. Et donc là, bah voilà, par exemple, hop. Vous voyez d'ici ou parce que je suis pas sûr que je peux. Voilà, donc là c'est le transaction flow pour cette transaction là. Donc si vous connaissez pas l'application, c'est assez pratique. On sait qu'il y a une requête web qui arrive. Elle va sur le serveur front en Java, elle va sur le back. Après elle attaque une base de données et un domain name, donc je sais pas exactement ce que c'est, mais c'est un truc qui n'est pas supervisé par Dynatrace, donc il n'y a pas d'agent dessus, donc on voit qu'il y a un qui sort, mais on ne sait pas ce qui se passe derrière. Voilà, donc après voilà, on a le top 10 des. Enfin pas le top 10, on a là où ça prend du temps, ce genre de choses, quoi. Ok. Donc hop, je vous montre juste pour la culture. Donc voilà, on a une interface admin pour l'application. Et là on a un certain nombre de problèmes qu'on peut générer. Donc ici, hop, on va générer un CPU load. Donc là, on va charger le CPU. Alors, côté
trace. J'ai perdu ma souris. Bon, au pire j'ai des slides pour vous montrer si l'effet démo arrive ou si... voilà. Donc là on a du CPU, donc pour le CPU on va voir ici, infrastructure. Après j'ai une machine assez puissante, donc ce problème là il est un peu... des fois il faut attendre assez longtemps pour... on rafraîchit de temps en temps. Je vais vérifier un petit truc vite fait. Ah, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Donc là le but c'est d'attendre un peu, de rafraîchir de temps en temps son écran ou de lui mettre en auto-rafraîchissement. Voilà, c'est pas flagrant. On voit que ça commence un peu à monter, mais j'aurais peut-être dû finir par celui-là, parce que celui-là c'est peut-être le plus long, quoi. Ouais. Ouais. Non, c'est... Enfin, il y a 3 granularités différentes. Donc il y a le côté... ces infos-là sont stockées en base. Il y a 3 granularités différentes. Après on peut dire dans la meilleure granularité, donc qui est... il y a plusieurs granularités. C'est sur le serveur en mémoire, donc sur le serveur Dynatrace en mémoire c'est 10 secondes de granularité. Après ça passe à la minute, après ça passe à l'heure, et après ça passe à la journée. Donc après le passage de heure, jour, heure, enfin minute, heure, jour, ça on peut le paramétrer. Enfin, on peut dire tu me gardes une granularité de 1 minute pendant autant de temps que pendant 10 jours, 20, 30, 40. Bon après ça fait gonfler la base, mais bon, t'as mon ordi qui commence à chauffer, donc ça... Non, il y a des trucs, c'est... c'est 10 secondes, non, après ça dépend de ce qu'il y a en mémoire. Ouais, je crois que c'est 10 secondes. Ça dépend de la taille mémoire qu'il y a. C'est le principe, c'est qu'il garde en mémoire et toutes les... c'est aussi toutes les 10 secondes, je crois, un truc comme ça. Non, c'est peut-être la seconde, la granularité, toutes les 10 secondes, il flush en base, pour au cas où qu'il y a un problème, quoi. Alors... Bon, on va voir si on trouve déjà un truc... Je vais voir un truc... Ouais, pour l'instant on voit rien, t'as mon ordi qui commence à chauffer, mais on voit pas grand chose encore. Bon, on va essayer quand même, donc le principe, quand vous avez beaucoup de CPU, c'est de faire un thread dump. Donc le thread dump, hop, c'est pas ici. Je crois que c'est sur celui-là. Après on va pas trop s'attarder sur ce problème là, parce que quand je l'ai fait chez moi ça met un peu de temps, parce que la machine est assez puissante, donc ça se voit pas tout de suite. Voilà, c'est du classique, hein, il y a beaucoup de temps CPU qui est passé. Ouais, on peut faire un thread dump, ou après aller regarder dans les pure pass. C'est avec un peu de chance on a un pure pass qui couvre le périmètre où il y a eu des problèmes. Après, comme ça peut être un thread externe ou un thread qui n'est pas monitoré par Dynatrace, l'avantage du thread dump c'est qu'on aura tout, quoi. Hop, on va réduire ça.
Donc comme je disais, un certain nombre de choses. Overview, CPU hotspot, les locking hotspot, genre de choses. Donc après on peut zoomer dessus. Hein. Bon là tout est sur ma machine, hein, l'application, la charge et Dynatrace, donc ça rame un peu quoi. Je vais peut-être désactiver le problème pour la suite. Ok, donc là on l'a. Voilà, donc là on sait que, là le nom de la méthode est parlante. Hein. CPU load logarithme miser. Hein. Donc le principe c'est ça, donc c'est on a tous ces threads, tous ces threads dump, on regarde les threads voilà, dans CPU hotspot, on prend ceux qui consomment le plus. Voilà, après voilà, on a le thread et on a ce qu'il exécutait au moment du thread dump quoi. Donc là c'est du classique. Hop, je ferme tout. Ouais, c'est celle que j'ai enclenchée en cliquant sur le bouton, ouais, c'est ça. Donc c'est après c'est l'avantage d'avoir une application où on sait où cliquer pour un problème et généralement les noms sont assez parlants. Après dans la vraie vie c'est beaucoup plus complexe. Hein, ok. On revient au slide pour la suite. Non, c'est pas ça. Ok, donc comme je disais, là on voit beaucoup mieux. J'ai attendu plus longtemps. Hein. J'ai attendu 20-30 minutes. On voit que le CPU il monte au bout d'un moment quoi. Donc le principe comme je dis. Donc après il y a plusieurs méthodes. Hein. Donc là c'est à différents endroits. Je sais pas pourquoi je l'ai mis 2 fois. Ça va être un niveau JVM et un niveau. Ouais, là c'est niveau global, CPU global. Là c'est CPU JVM. Donc comme il y a plusieurs JVM, à savoir laquelle qui prenait plus de temps pour faire le thread dump sur la bonne JVM. Voilà, après on a tous ces dumps. Et on fait le CPU, on clique et on retrouve exactement le même endroit quoi. Donc voilà, donc ça il y a. Pareil après on peut passer par un autre truc, CPU sampling où on va lui donner le temps qui a été passé dans cette méthode là sur le temps total quoi. Voilà, c'est assez simple, voilà, comme j'ai dit, ça.
enfin en gros ils avaient un serveur de mail, et on sait pas pourquoi il y avait une brique qui embarquait son propre serveur de mail, sûrement la NSA ou un truc comme ça quoi. Mais... donc voilà, là on voit le lien, on voit que le front attaque directement la base de données quoi. Voilà, ça c'est assez rapide, voilà, quand on installe Dynatrace, ça enfin dès qu'il y a de la charge et que ça passe par les agents, donc ça cartographie directement. Et l'avantage c'est ça, c'est qu'on peut voir des problèmes d'archi assez vite quoi. Pareil là, là c'est pas montré, mais voilà, j'ai essayé de vous montrer, hop, avec plutôt ça. Voilà, donc par exemple ici on voit que le front attaque ici, mais par exemple, voilà la base, on sait qu'ici on peut savoir, si on reste, on sait, on sait qu'il y a eu 5119 appels, et 5119 appels sont transformés en 1223, donc là c'est un x2. Donc là c'est pas super important, mais j'ai déjà vu où voilà, pour une requête qui arrive niveau serveur, on se retrouve à x100 en base de données quoi. Donc voilà, ça pareil, soit on a son dashboard qu'on fait, soit voilà, on peut, avec celui-là, avec le transaction flow, on peut voir assez rapidement qu'il y a un problème quoi. Ok. Désactive. Elle est où ma souris? Hop, elle est là. C'est l'autre côté, c'est ça. Voilà, comme je disais, hein, c'est assez pratique. Hein. Comme j'ai dit, ça peut arriver de voir ça, donc il vaut mieux le voir avant que ça arrive en prod, quoi. Donc ça, pareil, j'ai déjà vu. Enfin, c'était un problème de garbage collector. Donc j'active le problème dans l'application. Hop, je reviens à Dynatrace. Donc ouais. Comme je dis, ouais, le Dynatrace demande un écran assez grand, donc hop, donc bah là on arrive à l'infrastructure. Je sais plus si c'est... Hop, quoique j'ai un graphe normalement. Ouais. J'ai déjà un dashboard déjà tout fait. Memory. Hop. Donc là il se rafraîchit automatiquement, donc j'ai rien à faire. Bon, pareil, ça j'ai déjà vu du style, voilà, on appelle un système GC, s'il faut libérer la mémoire, on lancer un gros process et tout. Sauf que comme d'habitude c'est lancé au mauvais moment. De toute façon c'est pas très conseillé parce que la JVM fait ce qu'elle veut après. Tout ce qu'elle dit c'est que je vais faire de mon mieux pour lancer le système GC. Et donc bah là on voit donc jusqu'à là il n'y avait rien de spécial. Et hop là d'un coup donc les rouges c'est les full GC. Bon, pareil, on peut le voir dans les dashboards par défaut, on peut avoir son dashboard. Moi comme ce que j'aime bien travailler c'est avoir mes dashboards à moi. Et à chaque fois que je tombe sur un problème je me fais un dashboard qui le montre. Et bah, l'avantage c'est qu'après ça s'appelle en prod, mais voilà c'est beaucoup plus pratique d'avoir d'avoir l'historique comme ça que d'aller directement dans les stack traces et compagnie pour voir s'il y a un problème ou pas quoi. Voilà, donc là on le voit assez vite quoi. Donc on le voit que c'est sur le business backend, donc enfin sur une des deux JVM, là, celle-là il n'y a pas de problème, là, le front il n'y a pas de problème. Ok. Hop, on revient au slide. Donc voilà, là, c'est exactement ce que je vous ai montré. Hein. On voit assez rapidement voilà, qu'il y a plein de GC. Et ouais, appeler le système GC, souvent c'est vraiment une très mauvaise pratique. Après voilà, ça peut être juste la JVM qui est trop petite et que le programme consomme beaucoup de mémoire et donc bah, régulièrement il est obligé de libérer de la mémoire. Quoi. Ah, là j'ai oublié de mettre un... Ok. J'ai oublié de mettre les slides ou j'étais trop vite. Non, ouais, j'ai oublié. Donc là c'est un autre problème que je vais montrer. Là le principe c'est que donc on se base sur... à quoi que j'ai pas l'UM activé sur ma machine. Quoi que je vais vérifier un truc. C'est pas ce côté-là, c'est ce côté-là qu'il faut que je... Hop, ça on dégage.
Ouais, non, là, ouais, il faut vraiment que j'ai l'UM. J'ai pas activé l'UM. Je vais vérifier vite fait, j'ai vérifié un truc si j'ai activé. Si j'ai lancé le bon scénario sur mon... Ah, c'est pas ça que je voulais faire. Alors, bon, on va le voir tout de suite. Ah si, voilà, on voit. Donc comme je disais, Dynatrace hein, avec un algo, donc en fonction du temps de réponse, s'il y a beaucoup d'erreurs dans la visite, si la dernière, si la dernière action est une erreur, et donc c'est-à-dire que le client part pas content, on classe les utilisateurs en satisfaits, qui tolèrent ou qui sont pas du tout contents, quoi. Donc voilà, donc après en fonction de l'IP et tout, on peut savoir d'où la personne vient. Donc là on voit que, enfin quoi que l'Amérique du Sud c'est pas génial. Bon, donc l'exemple c'était vraiment le côté, voilà, c'était l'Allemagne. Donc après il faut peut-être attendre un peu. Et voilà, après quand il y a un pays, par exemple là on voit qu'en Italie, bon, ça va à peu près, l'Espagne ça va. Là je sais pas quel pays c'est, mais je suis mauvais en... La Suisse ça va. Je vais pas en dire plus, comme je suis très mauvais, je vais passer pour un charlot, en plus c'est enregistré. Donc voilà, donc on voit, par exemple, s'il y a un problème, si vous avez une application un peu mondiale et que vous avez des serveurs spécifiques pour chaque, par exemple pour chaque région, voilà, si toute la même région a des problèmes, c'est-à-dire que voilà, soit votre serveur qui répond à cette région-là a des problèmes, soit c'est leur réseau à eux qui est mauvais, quoi. Donc là, c'est vraiment le côté du clic de l'utilisateur, donc on mesure s'il est chez Free ou chez Orange ou compagnie, on va vraiment avoir le temps réseau de sa navigation, quoi. Donc, par exemple, si pour X raison tout un pays le réseau se dégrade d'un coup, voilà, donc les utilisateurs commencent à appeler, voilà, c'est pas normal, il y a mauvais temps de réponse et tout, je comprends pas. Donc on peut regarder avec cette carte là, on voit d'où ça vient. Et si tous ceux qui appellent viennent du même pays, c'est soit, voilà, comme je dis, le réseau chez eux qui est pas bon, soit c'est de l'outbound, enfin voilà, vous avez des serveurs spécifiques pour chaque pays, ou un CDN ou un genre de truc comme ça, et c'est là où voilà qui pose problème, quoi. Donc ça permet vraiment de réduire le périmètre du problème, quoi. Bon là non, ça aurait dû être que les Allemands, mais ok, on revient au slide. Voilà, j'ai dû faire un mauvais copier-coller, je pense. Ouais, ok, ouais. Je retends. Je vais retoucher en live mon... Voilà, c'est pour ça qui est pas bon. Ok, donc on revient. Donc voilà le principe. Hier ça marchait mieux. Enfin quoi que là on voit pas grand chose. Voilà, donc ça c'était avant. Tout se passe bien. D'un coup, hop, on voit que voilà, là c'est surtout l'Allemagne, la Chine, le Japon, voilà, ça se passe mal, les utilisateurs commencent à appeler. Ça permet de zoomer, on peut zoomer voilà, sur la région, voire sur le pays. Voilà, après voilà, on voit les visites et voilà, on peut aller jusqu'à la visite, quoi. Donc, et là on peut voir voilà, qu'il y en avait un paquet qui n'était pas content, 7, beaucoup qui c'était limite et très peu qui étaient très contents, quoi. Voilà, ça permet de réduire le problème, le périmètre du problème, quoi. Pareil, quand vous avez des graphes et tout, c'est intéressant de grapher l'historique. Voilà, pour savoir s'il y a un problème, il arrive la nuit, voilà, ça change tout. S'il arrive tous les jours à la même heure, ça veut pas dire que c'est... Enfin, ça n'existe pas pareil qu'un problème qui arrive de temps en temps, mais on sait jamais quand, ce genre de choses, quoi. Donc, grapher toujours l'historique pour répondre à la question when. Donc, when, c'est quand ça arrive. Voilà. Si c'est la nuit, si c'est cyclique, si c'est n'importe quand. Là, c'est plutôt pour répondre à la question where. Donc, quand il y a un problème pour le troubleshooting, il faut répondre à la question where. Et donc, le where, c'est voilà, où le problème se situe, quoi. Donc là, voilà, on va voir que c'est que l'Allemagne, ou plusieurs pays. Après, voilà, savoir ce que tous les Allemands ont en commun, c'est soit leur réseau, soit peut-être une infrastructure chez vous qui répond qu'aux Allemands, quoi. Ok, donc là, c'est une autre option que je vais activer. Ok.
Bon, il n'y en a plus pour longtemps, hein. Après vous pourrez poser des questions. Pas de problème. Et le mieux c'était les petits fours à la fin, hein. C'était pas la présentation, hein. Ok, hop, on ferme ça. Voilà, le temps que j'y aille, c'était peut-être... Donc comme je vous disais, on capture tout ce qui est exception. Donc c'est assez pratique. C'est ici. Voilà, ça va être là. On va prendre les 5 dernières minutes. Et on va le mettre en auto-refresh. Donc là pareil, hein, c'est intéressant de monitorer tout ce qui est exception pour savoir quand elles arrivent, comment. Donc ici, là ce qu'on va voir, voilà, c'est ça. On va dire que les autres sont normales, quoi. Enfin, quand je suis chez les clients, il y a toujours des exceptions normales. Et d'un coup, il y a celle-là qui apparaît, là, la out of bound exception. On voit qu'il y en a de plus en plus. Donc au bout d'un moment, c'est celle-là, elle est vraiment top, dans le top 2. Et voilà. Donc là, c'est le principe. Voilà, c'est ça. Par exemple, on peut faire un tableau qui affiche le top 10 des exceptions les plus élevées, quoi. Donc là le problème c'est ça, c'est hop, tout est normal d'un coup, ou après une mise en prod, hein. Généralement après une mise en prod, les gens vont assez vite dans les exceptions ou dans les erreurs, parce qu'on a pareil côté erreur, donc les erreurs c'est par exemple une image qui n'est pas accessible, ce genre de choses. Et donc ils vont assez vite là ici pour voir voilà, si pendant la mise en prod il n'y a pas un problème de configuration, ce genre de choses, quoi, ou un cas qu'ils n'avaient pas prévu. Donc voilà, là non, on devrait la voir monter doucement, quoi. Voilà, après le principe c'est hop, toujours pareil, un drill down. Après voilà, on peut voir ça ici, cette fois-ci, on va faire directement le pure pass. Et là, je sais pas s'il y a des... Non, ouais, là il n'y a rien d'intéressant, c'est pour... Donc là on voit que ça arrive que sur une... Ouais. Que sur ce pure pass là, donc là quand il charge cette image là, quoi. Voilà, après ça, comme d'hab, hein, ça réduit le périmètre. Hop, je désactive l'option. Donc ouais, c'est assez intéressant, comme je vous dis, de tout ce qui est erreur. En plus c'est assez simple, voilà, on a la liste, on les regarde, peut-être pas tous d'un coup, parce que généralement, après la première fois qu'on met ce genre d'outil, donc pareil un profiler, mais un profiler en prod c'est un peu plus moyen, quoi. Il y a toujours plein d'exceptions, parce qu'on instrumente la classe mère exception, donc ça veut dire que que le développeur est logué ou pas à l'exception, ou même qu'il est catché, on va l'aura ici, quoi. Donc souvent il y a un delta, donc on trouve des exceptions qui sont pas dans les logs. Donc ça m'est arrivé chez un client. Et donc je commence à regarder les exceptions, parce que c'est une application rapide mais qui a plein d'exceptions, c'est peut-être problématique, quoi. Donc je commence à regarder, et là il y avait une exception, donc rien qu'avec le message et tout, on voyait que c'était important, quoi. Donc voilà, ça a été remonté au dev en disant voilà, il y a une exception que vous ne catchez pas, et vu ce qui est fait, voilà, il faudrait au moins la catcher, quoi, et au moins la loguer, quoi. Donc là il n'était pas du tout logué ni rien. Donc ça permet, voilà, c'est pas mal de travailler avec les logs et tout, mais généralement le log c'est que ce qui est logué, quoi. Là on travaille niveau source, donc voilà, il n'y a pas à faire confiance ou pas des développeurs, on se fait c'est niveau source, donc on sait, voilà, quand il y a une exception qui est élevée, c'est qu'elle a été vraiment levée, qu'après qu'elle a été catchée ou loguée ou pas, ça revient en même. Ok, donc voilà ce que je vais montrer, hein. Donc au début il n'y en a pas beaucoup. Voilà, je me suis arrêté avant parce qu'il devait être tard. Donc voilà, après on va sur le pure pass, on la voit là, et on voit le message. J'ai pas dû prendre la bonne exception dans la démo parce que c'était pas... Ouais. Là c'est vraiment quand on fait un perform bunking, donc quand on achète, quoi. Donc il y a une exception pendant l'achat, quoi. Alors je crois que je vais finir, ou c'est encore un ou deux problèmes. Vous avez encore un peu de temps ou pas? En 10 minutes. C'est bon? Ok. Donc je vais activer un autre problème. Dès que j'aurai récupéré ma souris. C'est l'autre côté. Ok. Je vérifie vite fait pour pas vous dire des bêtises.
Bon, après il y a encore d'autres trucs, mais après je vais peut-être juste vous montrer les slides pour pas faire durer trop longtemps la présentation, quoi. Alors je reviens à mon Dynatrace. Voilà, donc là le principe, on peut faire un top 10 des... on va aller directement dans les pure pass, c'est peut-être plus... Voilà. Alors, hop, Metadot-spot. Voilà, il n'y a encore rien. Pure pass. Voilà, le problème c'est que des fois il faut attendre un peu que le problème arrive, donc ça peut être assez long. Donc voilà, là on voit ces méthodes-là ont eu pas mal de GC. Donc, je sais pas si c'est les restes de quand j'avais mis les systèmes GC toutes les 10 secondes. Voilà, le problème, je crois qu'il va mettre un peu de temps à arriver, donc je vais peut-être vous montrer. Je vais remonter la charge pour voir. Ouais. Je vais vous montrer les slides directement, parce que là, je trouve que ça met un peu plus de temps à arriver, donc... Donc le principe, voilà, c'est j'affiche les méthodes qui prennent le plus de temps. Là, il y en a une bizarre, donc quand il y a 5, c'est-à-dire qu'elle rentre dans un bloc synchronisé, enfin elle attend qu'un bloc, de pouvoir rentrer dans un bloc synchronisé, quoi. Donc après, voilà, là on a directement, donc là on a la méthode. Ici on a comment elle est appelée, et donc on voit directement qu'il y a un cache lookup dans doExecute. Donc là on voit que c'est un problème de cache qui est mal synchronisé, quoi. Donc, plusieurs personnes qui accèdent à un cache, qui ont mis un bloc synchronize quelque part, ou la JVM le fait. Enfin voilà, ils ont utilisé une mauvaise collection, ils ont utilisé une collection synchronisée une collection thread safe. Donc voilà, donc le truc c'est, on peut voir ça assez rapidement aussi avec Dynatrace, quoi. Donc après pareil, hop, on fait drill down, on va sur le pure pass et on regarde exactement où c'est, quoi. Ok, donc là c'est un problème base de données. Donc on voit là, donc c'est le graphique donc qui affiche le nombre le temps de réponse de toutes les requêtes confondues. On voit que tout est ok et d'un coup ça se dégrade. Donc ça pareil, je dis c'est important d'avoir l'historique parce que voilà, si c'est je sais pas 2-3 heures du mat, on peut se dire qu'il y a un batch qui tourne ou ce genre de choses, quoi. Ou si c'est par exemple à 8 heures du mat, bah ouais, c'est là où tout le monde se connecte, donc il y a un pic. Voilà, donc toujours le même principe, hein, on va on a ces dashboards, on détecte le problème avec un dashboard et après on zoom. Donc ici on va sur le dashboard de pool de connexion, enfin de requête, et on voit voilà, que c'est celle-là qui prend, en moyenne elle prend 5 secondes. Voilà, et une fois qu'on a ça, pour savoir où elle est appelée, hop, drill down, et on voit exactement où elle est appelée, quoi. Donc c'est find location, ça quand il fait une recherche. Voilà, il y a un certain nombre de choses assez simples à trouver avec Dynatrace. Après d'autres, il faut creuser un peu plus, mais voilà. Donc là, on voit vraiment ces trois méthodes-là où il y a vraiment beaucoup de temps passé en temps de réponse. Et là, quand on regarde, ça permet de réduire le problème. Donc après, savoir pourquoi ça s'est dégradé d'un coup, c'est une autre chose, quoi. Donc soit, comme je dis, il faut, quand on monitore les temps de réponse, il faut monitorer aussi la charge à côté pour voir si si la charge reste constante et que d'un coup les temps de réponse se dégradent, c'est qu'il y a un problème, quoi. Comme je dis, ça peut être un batch qui tourne à côté ou un truc comme ça. Après, si la charge augmente d'un coup et que les temps de réponse se dégradent en même temps, malheureusement c'est un peu logique, quoi. Après, on peut faire des choses, mais ouais, quoi. Et donc là, c'est un memory leak. Donc là, pareil, hein, donc le principe, on a ces dashboards. Donc ici, c'est les dashboards par défaut, mais on peut créer ces dashboards. On voit que d'un coup, dans la hold, hop, il y a plein de mémoire qui est utilisée d'un coup. On commence à faire plein de GC, des GC qui durent, ici c'est à peu près 1 seconde. Mais bon, pour la taille de la JVM, c'est pas mal, quoi. Voilà, donc après, voilà, on a notre dashboard qui s'appelle incident. Et hop, là, on verra qu'il y a eu un out of memory, telle date, et tel jour, quoi. Donc ça permet, voilà, des fois on les voit pas forcément.
Et donc bah, voilà, après on peut travailler avec un memory dump. Parce que quand la JVM crash par défaut, enfin ça s'active ou pas, mais par défaut c'est activé, Dynatrace va faire un memory dump. Et donc bah, après voilà, le memory dump on se promène dedans, on regarde les hotspots, si c'est les sessions HTTP qui sont énormes, si c'est voilà, enfin tout ça quoi. Donc après là c'est comme Mat, enfin Eclipse Mat, c'est assez classique, on se promène dans le dump et on voit si tout se, enfin voilà, d'où vient le problème, enfin qu'est-ce qui consomme quoi. Des questions? Je vais diminuer. Ouais. Ouais, c'est ça, 54. Ouais. Bah, le principe, c'est que le I/O, c'est pas forcément des I/O. Enfin, c'est comment c'est calculé, c'est on prend le temps total, on enlève le temps qui est passé dans le CPU, on enlève le temps qui est passé dans les waits, on enlève le temps qui est passé dans les blocs, enfin en attente de blocs synchronisés, on enlève le temps, enfin on enlève tous les autres temps, donc le temps aussi le dernier qui reste c'est là où il est GC, et après I/O c'est le reste. Donc généralement bah, c'est vraiment du I/O, mais après il peut y avoir des surprises quoi. Donc après ça peut être voilà c'est enfin voilà c'est par exemple il y a un transfert, enfin un web service en synchrone, donc on attend la réponse et donc la réponse est lente ou énorme et donc voilà ça va faire du I/O parce qu'il va attendre, enfin il va passer son temps à récupérer, enfin on va avoir le receive, enfin la méthode qui réceptionne avec beaucoup de I/O parce qu'en gros elle est, comme le en face c'est gros ou le trafic ou le réseau est mauvais, bah ça prend voilà ça passe dans du I/O quoi. Ouais. C'est ça ouais. Le principe là c'est quand même on a la stack trace d'appel donc c'est descendre jusqu'à ah, descendre jusqu'à trouver où ça s'arrête quoi. Donc là on voit que voilà il y a cette méthode là. Donc la validation de la carte de crédit, donc elle attend sûrement ouais c'est ça ouais. Après ça peut être aussi l'autre en dessous, donc voilà là c'est l'envoi de message, donc, comme je dis soit c'est enfin quoi que là c'est petit donc c'est 0, enfin c'est même pas une seconde, mais imaginons que là ça aurait été gros, c'est bah, juste que voilà c'est l'envoi de message, soit le message était gros, soit le réseau était lent et donc bah, l'envoi prend beaucoup de temps et c'est considéré comme du I/O quoi. Ouais. Ça inclut ouais, tout ce qui est en dessous, mais là comme il est en bas, c'est juste que là après je sais pas exactement comment c'est fait, enfin comment c'est développé exactement, mais là c'est voilà ces temps là, c'est le temps de crédit card donc de tout ça. Et donc là j'ai mis exec, donc il passe vraiment 1 seconde 8 dans cette méthode là quoi. Voilà. Après savoir pourquoi là il y a 50% de 55 de IO et 45 de CPU, il faudra regarder exactement. Voilà, les cas les plus classiques, c'est plutôt les receives ou les send ou le genre de choses. Ou pareil, quand on récupère des données de base de données, donc voilà, il y a beaucoup de volume, donc ça met du temps à récupérer et c'est considéré comme du I/O quoi. Ouais, si tu vois les. Après, ça dépend de la finesse que tu arrives à voir, mais tu peux voir. Là, il n'y a pas. Tu vois, là, regarde. Il exécute la requête et le temps de l'envoyer et tout, ça prend rien du tout, mais tu vois, c'est que du I/O là. En gros, il envoie la requête et le temps de l'envoyer. Bon, là, c'est super rapide, mais ça, on aurait mis un réseau super lent entre les deux. Là, on aurait pu avoir un chiffre énorme, quoi. D'autres questions? Ouais. Bah,
Après, moi je connais pas les topics, mais le principe c'est quand il y a, enfin, on va dire qu'il y a deux JVM. Sur les deux JVM, on met la bonne instrumentation. Donc par exemple sur la première, l'autre qui envoie, il faut savoir, faut qu'il y ait un purpass qui démarre là. Et sur la deuxième, il faut qu'il y ait un autre purpass. Et après, il faut que le protocole entre les deux soit connu. Donc si là il est connu, bah, le Diantras il va rajouter un identifiant. Enfin, les agents Diantras vont rajouter un identifiant et ils devraient censé les suivre. Après, il peut y avoir dans certains cas des problèmes ou des technos non supportés, mais le principe c'est ça, quoi. Par exemple sur une file JMS, tu peux voir l'envoi à la file GMS, la réception enfin après s'il y a des, bah là je suis chez un client, il y a plusieurs files GMS, enfin des web CRMQ, et donc on voit voilà donc le send, le on message, le send, le on message sur le même purpose, on les voit à l'aide d'un bah, le truc c'est que si par exemple tu as on va dire on parle toujours JVM mais c'est pareil sur les autres, 3 JVM. Tu as un agent sur la première et sur la troisième. L'agent, quand il va passer dans la deuxième, enfin quand il va transmettre son identifiant sur la seconde, là comme il n'y a pas d'identifiant, bah, on verra pas. Donc là il y aura deux pure pass. Le principe c'est vraiment d'avoir, ouais, si à un moment il y a un agent qui manque, on coupe ouais. On sait que c'est sorti, mais après voilà, on sait pas, on va pas plus loin. Par contre, voilà, s'il y a troisième JVM, elle par contre elle va redémarrer un autre pure pass. Et donc ouais, ça peut, ouais. Après, pour tout ce qui est HTTP et tout, on passe par les headers. Donc si par exemple vous avez un proxy ou un cache ou un truc comme ça qui nettoie les trucs, ouais, on peut perdre, on peut perdre on peut couper le purpass. Ouais. Ouais. Mhm. Mhm. Après, je dis, ça dépend si c'est porté là, je dis, sur les OSRMQ, on voit vraiment enfin, il y a plusieurs fils MQ à la suite, on les voit. Donc après, ouais, ça peut être un peu compliqué à lire, parce après, il faut comprendre un peu le fonctionnement de l'application, quoi. Mm. Mm. Après, il y a plusieurs solutions. Soit il le fait automatiquement, donc comme je dis, il faut qu'il y ait le bon agent, le bon protocole de transfert. Soit, donc, comme j'ai dit, on a un framework, donc que soit en JavaScript ou pour du C, C++, ou même on peut, avec de la programmation aspect, voilà, on a un framework pour dire, bah là, quand tu arrives là, tu récupères telle valeur, quoi. Enfin, tu me récupères l'identifiant et tu me le repasses après, quoi. Donc après, là, ça devient compliqué parce qu'il faut modifier son code ou jouer avec de la programmation orientée aspect, mais ouais, c'est après voir si ça vaut le coup ou pas. C'est par exemple chez un client, ils avaient, je sais plus ce qu'ils avaient, ouais, c'était plusieurs, donc c'était des web services et je sais plus pour quelle raison, donc Dynatrace faisait pas le lien. Je crois qu'il y avait un USB ou un truc comme ça. Enfin, il y avait un truc au milieu qui changeait pas mal de trucs, donc Dynatrace n'arrivait pas à suivre. Et ce qu'on a demandé, bah, c'est de faire par programmation orientée aspect, pour chaque appel de telle méthode, de rajouter une méthode où il y a les bonnes infos. Après, tu fais un dashboard en disant, par exemple, sur la première méthode, on a rajouté une méthode. Enfin, sur le premier appel, on a rajouté une méthode qui passait en paramètre l'identifiant, le numéro, je sais pas, le numéro de commande, ce genre de choses. Et après, dans un dashboard, on pouvait les recoller, quoi. Enfin, c'était manuel, mais on pouvait les recoller, quoi. Ou sinon, bah, la vraie solution, ça aurait été d'utiliser donc ce qu'on appelle l'ADK, le framework, et le faire. Ce qu'ils ont fait, c'est voilà, d'instrumenter leur code manuellement pour dire, bah là, quand tu passes de là à là, tu me passes l'identifiant, c'est ça, et tu me le passes là-bas, quoi. Donc là, après, Dynatrace peut récupérer, quoi. Après, il n'y a pas tant de clients que ça qui le font, qui utilisent ce framework, quoi. Le but, c'est vraiment de ne pas modifier le code source de l'application. Bah, après, il y a toujours des cas, voilà, où on fera pas parce que c'est super compliqué ou ce genre de choses, quoi. Ouais.
bah, lui il va attendre un certain. Enfin après c'est. Je me rappelle plus s'il est configurable, mais ouais, il y a un timeout au bout d'un moment. Bah, Dynatrace, ça fait trop longtemps que j'attends, donc ça m'occupe des trucs en mémoire, donc je vais clôturer le purpass. Ouais, il s'arrête là, basta quoi. Ouais, il démarrera notre purpass. Ouais. Ouais, c'est ça. Non, non, le serveur Dynatrace, enfin comme il doit gérer un paquet de données, il a un certain nombre de protections qui font que bah, voilà, pour certains trucs, bah, c'est pareil, les purpass ont une longueur, parce que si c'est trop long, déjà c'est inexploitable. Enfin, voilà, il est assez court, mais voilà, si c'est des trucs qui font des millions de lignes, enfin, ça serait inexploitable. Et après, voilà, donc là, il se dit c'est inexploitable, moi ça me met en danger physiquement, donc je le coupe. Quoi. Ouais, ouais, que. Ah, ouais, ouais, t'as le. Ah, ça, je sais pas. En gros, c'est un module qui se met sur le Apache ou le Nginx. Je me rappelle plus si on le fait sur 2IS. Et voilà, donc on peut capturer le temps de compilation, ce genre de choses. Après, s'il y a une erreur avant que la page soit compilée ou un truc comme ça. Mm. Ouais, je pense que là, ça m'est jamais arrivé, mais je pense qu'on aurait au moins une erreur 500 ou 400, quoi. Mais et après, ouais, à comprendre pourquoi, voilà, c'est là où, voilà, ça reste un outil, il faut de la méthodologie autour. Hein. Donc voilà, là, si la page n'est pas compilée, qu'on fait appel à elle, donc il y aura une erreur. Après, voilà, mais ouais, dire qu'il y a un problème à compilation, je suis pas sûr. Je sais pas, je sais pas. Le truc, c'est que j'ai pas fait tant de missions que ça en PHP, donc ouais. Ouais. Bah, l'avantage du client web, c'est qu'on a ce qu'on appelle des sensor packs, donc c'est le truc qui va dire, qui va dire instrumente-moi cette méthode-là. Donc pour tout ce qui est web, on les a appris, on a un truc swing aussi. Après, là, c'est là où il faut faire un peu plus finement, quoi. Il faut lui dire là où on démarre le purpass, quoi. Donc par défaut, swing il y a, SWT il n'y a pas, mais swing on a un truc. Donc voilà, après on a des packages qui sont livrés, donc en fonction de la techno, qu'on dit bah tu m'utilises tel package, tu m'utilises tel package. Après voilà, c'est des fois par exemple pour un batch, si on dit de démarrer dès le début du batch et que le batch dure 4 jours, on n'aura jamais tout complet, quoi. Donc là par contre il faut découper, lui dire bah tu me démarres ton purpass que pour ces actions là, quoi. Mais swing ouais c'est supporté. Ouais. Après, on peut dire quand démarrer un purpass quand démarrer. On peut pas lui dire quand arrêter, mais on peut lui dire quand démarrer, quoi. Enfin, sauf s'il y a déjà un purpass qui est démarré. Mais voilà. Donc après, il suffit juste de connaître le point d'entrée, point du code, pour dire bah voilà, dès que tu passes dans telle méthode, tu me démarres un purpass, quoi. D'autres questions? Ouais, donc je résume. Donc on a les sensors, donc c'est ce qui instrumente le code. Et on a les autosensors, c'est du sampling. Donc le mélange des deux est fait pour limiter l'overhead. C'est sur les très vieux Dynatrace, il n'y avait que de l'instrumentation. Et le problème d'instrumentation, c'est que c'est coûteux. Donc ils ont fait un mix des deux. Après, les autosensors se déroulent que quand il y a un purpass qui a démarré. Donc il faut qu'il y ait au moins un sensor qui démarre moi le purpass à ce moment-là, quoi. Donc s'il n'y a pas de purpass qui est démarré, les autosensors vont rien voir. C'est ça. Bah, ils savent à quoi, enfin, à qui associer. Enfin, eux, ils récupèrent la stack trace. Ils savent, tiens, bah, elle est associée à ce purpass. Pareil, si on met un purpass enfin, si on fait pas démarrer tous les purpass pour X raison, on peut louper des choses. Hein. Donc, enfin, ça se paramètre assez finement. On peut le paramétrer assez finement. Si vous avez peur de l'overhead, enfin, après, je vous dis, on n'a pas jaune et compagnie qui l'ont en prod, on peut le configurer vraiment pour voilà, que ce soit assez spécifique. Tu me fais un purpass que quand il y a cette méthode-là de telle page. Et donc vraiment limiter l'overhead pour vraiment voir une toute petite partie, quoi. Mais bon, le but c'est de tout voir, quoi. Donc,
Les StoSensor, le principe c'est qu'on a 3 licences, donc prod, test et dev. Et ils ont un but à pas dépasser, enfin un taux d'overhead à pas dépasser. Et donc après c'est eux qui s'auto-ajustent. Donc ils font plus ou moins finement. Voilà, si tu as une version dev, voilà, c'est-à-dire que l'overhead tu t'en fous un peu. Et donc là les StoSensor vont être plus agressifs, quoi. On peut voir l'overhead CPU, ouais, quand on fait un CPU sampling, en gros, quand on utilise notre profiler, on peut voir combien de temps qui est passé point du CPU, enfin le temps passé pour traiter les données, les requêtes de l'agent côté CPU, quoi. Ouais. Voilà, après ça se calcule. Après voilà, si vous voulez vraiment voir un chiffre, enfin réaliste entre guillemets, un truc plus parlant, c'est faire un test avec 100, quoi, et comparer. Mais sinon, ouais, pour d'autres questions. Ouais. Ouais. S'il n'y a pas d'agent, s'il n'y a pas d'agent, on capture rien. Non, il faut qu'il y ait un agent. Ouais. Ouais. C'est voilà, si ça tombe mais qu'il n'y a pas d'agent, faut regarder les logs, quoi, malheureusement. Mais ouais, il faut vraiment qu'il y ait des agents. Après voilà, quand ça va tomber, on va voir les derniers trucs. Parce que les agents tombent en même temps que l'application. Donc on verra là où c'est tombé et sur quoi il est en train de s'exécuter, quoi. D'autres questions? Non, l'agent il a un cache. Donc c'est à dire que quoi que non, là c'est pas. Non, le truc c'est qu'il va plus avoir accès à l'application, donc lui il va arrêter d'instrumenter. Si ça dure trop longtemps, il va libérer sa licence. Et donc après quand l'application redémarre, enfin quand le truc, quoi que non, là c'est c'est vraiment, il faut que l'application tombe pour que l'agent tombe aussi. Donc dans ce cas-là, il va récupérer comme les infos, quoi. Enfin, il devrait récupérer les infos. Après moi j'ai jamais eu le cas, mais ouais. Après, il faudra voir, parce que l'agent est censé coller la JVM, même s'il n'est pas dans l'espace de la JVM, enfin, c'est pas de la HIP, donc il n'est pas impacté par la GC et tout, parce que les agents, c'est du code natif, c'est du C++, et qui tourne à côté. Donc après, ouais, quand la JVM est bloquée, je sais qu'il y a un client qui avait demandé cette fonctionnalité-là, donc je sais plus comment ça s'appelle, c'est un concurrent l'avait. Donc comme le client était assez gros, les développeurs chez nous voulaient pas le faire en disant ouais, quand c'est ce cas-là, c'est déjà trop tard, ça ne sert plus à rien. Voilà, comme le client était assez gros, je sais qu'on l'a prévu, je sais pas si c'est déjà sorti ou pas, quoi. D'autres questions? Dans ce cas-là, merci d'avoir écouté, hein.